Et c'est à cette époque extraordinaire qu'un jeune ingénieur français fait ses premières gammes dans le monde de la construction. Né en 1832 à Dijon, il s'appelle Gustav Bonnickhausen, un nom qui ne laisse planer aucun doute sur ses origines allemandes. Il prend dès le lycée un autre nom que ses parents jugent bien plus français. Il se fait appeler Gustave Eiffel. À l'âge de 20 ans, Gustave est admis à l'école des arts et des manufactures, autrement dit l'école centrale, un cénacle déjà prestigieux qui forge la nouvelle élite française, les ingénieurs. Le jeune Eiffel aurait pu faire des canons, des cafetières ou des locomotives. Il choisit la construction. Les charpentes et les ponts métalliques sont en plein essor. Et malgré son jeune âge, Gustave Eiffel n'a pas peur des défis. Il est vraiment un homme qui représente son époque. C'est-à-dire que lui croit au progrès aussi d'une façon extraordinaire. Et surtout, rien n'est impossible à ses yeux. Pour preuve, le premier grand ouvrage qui attend le jeune ingénieur dès sa sortie d'école, le pont ferroviaire de Bordeaux, qui franchit encore aujourd'hui la Garonne. À seulement 26 ans, Gustave Eiffel dirige tout le chantier. Et le projet est ambitieux. 500 mètres de longueur, avec seulement 200 hommes, quelques petites grues et quelques charrettes. Ce chantier permet à Eiffel de se familiariser avec le procédé qui deviendra sa marque de fabrique. Des structures en fer préfabriquées dans des usines. Le tout est acheminé sur place pour être assemblé par des rivets, des sortes de grands clous, car on ne connaît pas encore la soudure des métaux. Poutrelles et rivets, ce sont les mêmes méthodes que le constructeur va employer sur sa tour 30 ans plus tard. C'est la construction en kit, en quelque sorte Ikea avant Ikea. La standardisation des pièces a été mise au point, particulièrement par Gustave Eiffel, et surtout a été réalisée lors de son premier chantier. C'était un chantier important, dans une rivière tumultueuse, il y avait beaucoup de difficultés, il les surmonte, il rentre dans ses budgets, il est dans les temps, et il se fait remarquer comme un grand ingénieur. Donc c'est ce travail de kit, en quelque sorte, d'assemblage de pièces détachées un peu élémentaires, qui est à la base, au fond, du succès aussi de la construction métallique. 1864, l'ingénieur devient homme d'affaires. Il rachète une petite société de construction métallique qui va connaître un grand succès. À Levallois-Perret, aux portes de Paris, il est dans la place et ne doute de rien. Tout est prêt pour son ascension, bientôt fulgurante. Eiffel, jeune ingénieur, il va créer son entreprise assez tôt, à 32 ans. Et il va finalement développer son entreprise au point d'en faire la 5e, 6e entreprise de construction métallique en France. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais avec beaucoup d'innovations, des innovations sur la conception des ponts, sur la manière de les construire également. Par exemple, construire un pont en lançant le tablier, c'est-à-dire la partie horizontale, en porte-à-faux. Voilà, des choses comme ça, c'est innovantes qui lui permettent de remporter les marchés. Les commandes affluent et Gustave Eiffel construit à tour de bras. En France d'abord, mais très vite, ces ponts s'exportent aussi à l'étranger. Son secret, chez Eiffel, un pont, c'est du sur-mesure. La standardisation des pièces, c'est évidemment un intérêt économique énorme, un intérêt de transport, un intérêt d'économie de personnel. Il fabriquait, il commercialisait et il envoyait à travers le monde ses fabrications avec un chef de chantier, une notice, et il faisait travailler les populations locales. Les constructions Made in Levallois sont un succès et Gustave Eiffel devient une marque de renommée mondiale. En Chine, qui le sait, 124 ponts en Chine, c'est quand même extraordinaire. Beaucoup de ponts dans le monde, par exemple, ont été, par Eiffel ou par d'autres, fabriqués à Paris, et puis ensuite montés au Chili, montés en Russie, montés en Égypte, voilà, ou en Indochine, parce que justement, on pouvait préparer déjà les pièces à l'avance. Il avait déjà commencé à construire ces extraordinaires passerelles, ponts jetables qu'il avait jetés un peu partout, en Afrique, aux Philippines. C'est la première chose qu'il a construit en Philippines. Il avait aussi envoyé une église en pièces détachées à Arica, au Chili.
En plus des églises, Eiffel fabrique aussi des gares comme celle de Budapest et le dôme de l'Observatoire de Nice qui abrite à l'époque la plus grande lunette au monde. Afrique, Asie, Amérique du Sud et Europe, les constructions Eiffel fleurissent partout et par centaines. Mais il manque encore un pays à son palmarès, les États-Unis d'Amérique. Ce sera chose faite avec la Statue de la Liberté, édifiée à l'entrée du port de New York. Le sculpteur Auguste Bartholdi fait appel à ce constructeur tout-terrain pour réaliser l'ossature métallique de la plus grande statue au monde, haute de 93 mètres avec son piédestal. 6 ans avant sa tour Eiffel, il signe là sa première collaboration à une œuvre d'art, un objet sans fonctionnalité, mais qui devient très vite un symbole universel. Et toutes les prouesses techniques réalisées par son entreprise, Gustave Eiffel sait aussi les faire connaître. Il avait un sens de la publicité personnelle extraordinaire. Dès qu'il réussissait quelque chose, il publiait immédiatement dans les revues, bien sûr, mais il envoyait des petits tracts avec illustration de ses projets. Et donc ça aussi, ça comptait énormément. Et puis, il avait son aura personnel qui le différenciait des autres. Le tournant dans la carrière d'Eiffel est la construction de ce pont ferroviaire à Porto, au Portugal. L'édifice est hardi, le fleuve est profond. Il est impossible de construire un pylône intermédiaire dans l'eau pour soutenir le pont. Eiffel doit faire preuve d'inventivité. Alors, pour dépasser les 160 mètres de portée, il conçoit une arche monumentale en fer, une innovation technologique majeure. Le pont de Porto, qui a l'originalité d'avoir une arche qui était la première arche à avoir été réalisée en Europe. Cette arche permet de bâtir plus vite. Et il est 2 fois moins cher que l'entreprise concurrente, qui est en fait Fives Lills ou même Schneider, puisqu'il y avait des très grosses entreprises qui étaient concurrentes d'Eiffel, et lui est moins cher. Avec son arche, Eiffel joue maintenant dans la cour des grands. Le gouvernement de la toute jeune Troisième République lui confie un projet sans même faire d'appel d'offres. Le viaduc de Garabi dans le Cantal. Eiffel réitère son exploit avec une arche presque identique à celle de Porto, complétée par un viaduc de 554 mètres de longueur à 122 mètres au-dessus du sol. Ces pylônes tout en fer sont les précurseurs de la tour Eiffel. À 52 ans, Gustave Eiffel est le constructeur français incontournable. Il est devenu l'un des leaders du marché, connu pour relever les défis technologiques les plus audacieux de son époque. Je pense qu'on peut comparer Gustave Eiffel, qui était un visionnaire, à des gens comme Bill Gates ou Steve Jobs. Gustave Eiffel a inventé des procédés nouveaux, a inventé un style. Ça a été un visionnaire quand même, c'était un visionnaire extraordinaire. En 30 ans de carrière, Gustave Eiffel a déjà tout réussi. 200 ponts, une centaine de viaducs, d'innombrables charpentes métalliques, des gares, des églises. Les clients des entreprises Eiffel sont partout dans le monde. Mais la success story de Gustave Eiffel est loin d'être terminée. Il lui reste encore à construire son projet le plus spectaculaire, la plus haute tour du monde.